Bonjour à tous, c'est Cameron Lamar. Aujourd'hui, dans le reflet du miroir, je reçois un artiste aux multiples facettes. À la fois auteur, compositeur, interprète, mais également comédien, il a su rentrer dans le cœur des Français pour ne jamais en sortir. Le reflet du miroir, c'est aujourd'hui le reflet de Alan Théo. Bonjour Alan. Bonjour, Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le reflet du miroir. merci à vous. Vous connaissez le principe de cette émission, il est très simple. Vous êtes assis face à un miroir et j'aimerais que vous me décriviez la personne que vous voyez dans ce miroir. Alors, c'est un homme qui a bien la quarantaine, facile. Il n'a pas trop de cheveux blancs, donc ça ne doit pas être au-delà de ça. Qui me regarde droit dans les yeux, qui a l'air d'être assez déterminé, les joues creusées, les bras assez, voilà, avec des formes. Je pense qu'il fait du sport, qu'il fait attention à son physique. Et en même temps, quand il me regarde, il a le sourire de travers. Il a l'air plutôt. Il doit certainement dévorer la vie à pleines dents et joyeusement. Je pense que ça doit être un bon camarade de jeu. Parlez-moi un peu de vos débuts. Comment est-ce que vous en êtes venu à la musique? Qu'est-ce qui vous a donné cette envie? Alors, il y a une chose très étrange, c'est que je ne suis jamais venu à la musique. En fait, elle était toujours dans ma tête. Depuis que je suis tout petit, j'ai des musiques dans ma tête, je ne sais pas d'où ça vient. Et très 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 tôt, en fait, ma mère, voyant que j'étais hyperactif, mais dans le vrai sens du terme, elle m'a mis dans des camps itinérants ou des camps où il y avait beaucoup de sport. Et donc j'ai fait beaucoup de camps itinérants. Vous savez, c'est des camps où on n'est jamais au même endroit et on marche toute la journée. Et en fait, très très vite, j'ai été joueur de flûte pour ces camps itinérants. Mais j'étais tout petit, hein. En plus, j'étais toujours le plus petit du camp. Et j'ai commencé par la flûte de Pan. Ah, le mec, il vient en France, il fait de la flûte de Pan. Bon, bizarre. Mais en fait, j'avais pas mal été attiré par la musique des Andes. Et puis par cette espèce d'histoire qui était liée et ça j'en parle maintenant parce que c'est très important dans ma vie, tout ce qui est lié à la pierre, à l'héritage, à quelque chose de fort, de grand, qui a peut-être disparu, peut-être pas, en tout cas qui fait partie de notre ADN. Voilà, j'étais très sensible à ça et c'était beaucoup véhiculé dans la musique des Andes. Et donc je me suis mis à la flûte de Pan. Et voilà, et je reproduisais pas des musiques, c'est-à-dire que c'est des musiques qui sortaient de ma tête. Je sais pas, j'étais gamin, hein, je sais pas, je devais avoir 13 ans, 12 ans. Et puis de la flûte de Pan, je me suis aperçu que j'avais vraiment une fascination pour les claviers, pour les pianos, mais pas pour le son. J'avais une fascination pour l'esthétique, la perfection esthétique d'un clavier, entre le noir, le blanc, enfin bref, à tel point que j'ai mis très 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 longtemps avant d'oser toucher un piano, quoi. Et puis en 1998, vous connaîtrez un succès fulgurant avec votre premier album, Emmène-moi, qui se vendra à plus d'1 million d'exemplaires à travers le monde. Expliquez-nous un petit peu ce parcours, comment s'est présentée à vous cette opportunité. Alors pendant un an et demi, j'ai fait des auditions, il se passait rien, et c'était très étrange parce que, en fait, je chantais, mais ça durait pas tellement longtemps, l'aspect musical. C'était toujours, on fait des photos, on fait des... Enfin, il y avait beaucoup d'emballage et très peu de fond. Et donc je me suis dit, waouh, je suis vraiment pas fait pour ce métier. Je vais continuer mon école de jazz et puis je vais faire de la musique, voilà, avec mes potes le week-end. Mais voilà, la musique c'était impossible que je lâche. Et au moment où j'avais ma bourse d'études pour commencer mon école, je me suis dit, bah, comment je vais faire parce que toute ma bourse partait dans mes études, il fallait bien que je mange. Et il me fallait donc un boulot qui se passe le week-end. Pas facile, quoi. À part les fast-food, il n'y a pas grand-chose. Et là, au hasard de mes rencontres, où j'avais fait des tours de chant, etc., je rencontre une danseuse qui travaille chez Jacques Martin. Et qui m'a dit, ah, dis donc, figure-toi que chez Jacques Martin, ils cherchent quelqu'un pour ramener les récompenses aux artistes. Ça peut être super parce que tu travailles le samedi, et puis tu es plutôt bien payé parce que tu passes à l'image, et puis ça te permet de faire la musique toute la semaine. Ni une ni deux, j'y vais, je fais, waouh, super et tout, le truc d'enfer. J'arrive, et on me propose en fait d'être groom, c'est-à-dire que j'avais une toque et tout, la totale à la Spirou, et j'ai amené les récompenses aux artistes, je devais amener les récompenses aux artistes. C'était, c'était incroyable quand tu y repenses.
Parce que moi qui rêvais de faire ce métier-là, j'allais faire une école de musique pour ne pas faire ce métier-là. Et j'allais donner les récompenses aux artistes, voilà, qui étaient à ma place, en fait. Et c'était incroyable. C'est que le jour où je vais chercher ce travail, on me dit, ok, ça va, tu corresponds, tu passes bien à l'image, on a fait des essais d'image, et puis voilà, ça passait bien. On regarde mon CV, elle fait, ah, mais tu fais de la musique, toi, et tout, tu chantes. Bon, ça serait bien qu'on fasse un essai. Donc c'est le programmateur de l'émission qui me dit, voilà, on va faire un essai studio le soir même où j'allais chercher ce travail, quoi. Je rentre en studio, moi, j'avais fait tellement d'auditions, je me suis dit, ouais, encore une, ok, du moment où j'ai mon boulot, je m'en fous. J'y vais, je fais talalala, j'improvise plus ou moins des trucs sur une musique qu'on me faisait passer, je sors du studio, puis le mec, il a l'air complètement... il sait pas quoi faire, il me dit, on va faire un disque. Ouais, d'accord, on va faire un disque. Ok, donne-moi mon travail, on verra plus tard. Et puis lui, il lâche pas l'affaire. Il me demande de revenir en studio, il me fait écouter des mélodies, et puis je fais, ah, c'est bien, c'est planant et tout ça. Bon, ça n'a rien à voir avec le jazz, ça n'a rien à voir avec ce que j'écrivais, mais ouais, il se passe quelque chose dans cette chanson-là, ça donne envie de voyager, ok. J'écris un peu le texte et tout ça, je pose ma voix, et moi, je commence à travailler chez Jacques Martin. Voilà, je fais mon truc, tout va bien, je vais commencer mon école de jazz, tout va très bien, et puis sauf que entre temps, bah, ma voix mixée, machin, la musique, tout se fait correctement, ça part en radio, et là, bim, c'est l'explosion du jour au lendemain, c'est tout de suite programmé, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et Jacques Martin, il me fait, mais c'est quoi cette histoire là? Le groom, la chanson qui passe en ce moment là. Il dit, bah ouais, c'est moi. Non, mais il faut arrêter de faire groom, là, c'est fini, la groom. Je vais t'inviter la semaine prochaine en tant qu'artiste dans mon émission. Et là encore, t'imagines, le truc de fou de ta vie, quoi. C'est-à-dire que t'es là, t'es groom, t'amènes le truc aux artistes, tu fais, ah, j'aimerais tellement être à leur place. Bim, on t'invite. Et le truc de malade. Donc je fais la première fois l'émission. Alors là, c'est, bon, parce qu'à l'époque, Jacques Martin, enfin, c'était un truc de malade. C'est-à-dire que toutes les familles regardaient Jacques Martin. Tu passais chez Jacques Martin, le lundi, t'étais une star. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et, euh, et là, 2 semaines plus tard, il me réinvite dans l'émission. Et là, le groom que moi j'avais remplacé m'amène mon disque d'or. Et puis, suite à ce succès, dans les années 2000, vous décidez de prendre un véritable virage dans votre carrière musicale, en changeant radicalement de style. Expliquez-nous les pourquoi de ce virage. Alors, je n'avais pas de plaisir, en fait. Je n'arrive pas à me remplir de quelque chose qui va m'amener vers un album numéro 2, un album numéro 3. C'était pas du tout ça. Et donc, j'en ai fait part. Hein. J'ai dit, voilà, moi, ce que j'aimerais, c'est commencer à orienter sur quelque chose, peut-être, d'un peu plus de mon âge, d'un peu plus des choses que je peux écouter. À l'époque, j'écoutais beaucoup Oasis. Et puis, avant ça, j'adorais Marvin Gaye. Enfin, voilà, quelque chose d'un peu plus adulte. Et là, on m'a dit, non, 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 non. Non, là, hors de question que tu fasses ça, t'es Alain Théo, emmène-moi, on va tirer là-dessus, les gens ils t'attendent pour ça, et ils n'avaient pas tort. Sauf que moi, c'était pas possible. C'est-à-dire que autant je peux être déterminé pour accomplir une action, et quand je suis passionné, j'y vais, autant quand j'ai pas l'envie, et quand je sens que c'est pas juste, je peux pas me forcer. Et là, j'ai fait non. Je continuerai pas dans cette direction, j'ai envie d'évoluer vers autre chose, parce que à cette époque-là, on m'avait proposé de réadapter des tubes latinos. Et là, j'ai commencé à voir que, en fait, l'aspect artistique, le frémissement, de savoir si ça va plaire ou pas, de prendre des risques, n'était plus du tout là. Ce que j'ai eu la chance de vivre. Et en plus, on était à une époque où la musique commençait à devenir de plus en plus marketing, mais j'ai eu la chance de tomber dans une équipe qui n'en avait jamais fait. Donc, ils m'ont vraiment laissé beaucoup de choses de libre. Sauf que ça a tellement fonctionné que je me suis moi-même enfermé, ou qu'on a voulu m'enfermer dans un personnage qui pouvait plus évoluer. Alors que, ne serait-ce qu'en 2 ans, enfin je vais vous dire, je suis même incapable de vous dire ce que j'écoutais il y a 2 ans comme musique. Donc je n'allais pas faire sans arrêt la même chose. En tout cas, pour moi c'était impossible. Donc j'ai fait, je peux pas. Et là on m'a attaqué en justice pour non-respect de contrat. Donc c'est-à-dire que c'est dingue. C'est-à-dire que j'arrive à relever ce défi de fou. Je suis une star, je fais de la musique, voilà, qui me plaît, j'écris ce que je veux. Et puis, bah, je veux évoluer vers autre chose, et là, non. Et là, ça veut dire non, ça veut dire que je ne peux pas aller dans une autre maison de disque. C'est-à-dire que contractuellement, je n'ai pas le droit de chanter des chansons. Je n'ai pas le droit d'écrire d'autres chansons et de les faire produire par un autre producteur.
tant que le procès qu'on m'a intenté, n'est pas résolu. Et le procès, il a duré 1 an et demi. Et pendant ces 1 an et demi, en fait, j'ai assisté à toutes les audiences et je me suis, on va dire, imprégné de la façon dont on me considérait comme une marchandise, comme voilà. Et puis surtout, cette espèce de voracité, de vouloir absolument euh, extirper le maximum d'argent de mon activité. On me demandait 1 million, à l'époque, 1 million de dommages et intérêts. Je sais pas, t'as même pas 30 ans, on te demande 1 million, quoi. T'es en procès, truc de fou. Et en fait, ça a fait remonter en moi quelque chose que j'avais caché, en tout cas qui me faisait peur depuis très très longtemps, depuis que j'étais tout gamin et qui faisait peur aussi à ma mère. C'est tout le côté paternel, mais de mon paternel. C'est, c'est-à-dire que tout le début de ma vie, ma mère m'a tout de suite mis aux arts martiaux pour que j'arrive à contrôler mon énergie, mon agressivité, parce que mon père, il avait beaucoup de mal avec ça. C'était quelqu'un qui buvait énormément et qui avait des accès de colère et qui avait vraiment du mal à communiquer correctement sans qu'il y ait des coups d'éclat. Et ma mère avait vraiment beaucoup peur de ça, et donc elle m'a un peu poussé à ce que je me canalise un maximum et que j'arrive à toujours maîtriser mes émotions. Et du coup, cet aspect-là de moi m'a toujours fait peur. Et il était lié à la musique rock, mais quand je parle rock, c'était punk, à des choses très très tranchées, assez comment dire, animales en fait. Il y a quelque chose de pas maîtrisé là-dedans. Et ça, c'est remonté au fur et à mesure du procès, c'est remonté, c'est remonté. Alors, j'ai fait un deuxième album, folk, où là, je me suis vraiment lâché artistiquement. J'ai vraiment travaillé avec des poètes, des artistes pour un peu avoir le contre-coup de ce que j'avais vécu avec Emmène-moi, parce qu'Emmène-moi, on a fait très très vite et c'était très marketé. Et moi, je voulais vraiment proposer quelque chose de très artistique, de très réfléchi, avec des textes magnifiques qui n'étaient pas, qui étaient d'autres personnes. Euh, et en fait, quand je suis allé en maison de disque et que j'ai pu enfin être libéré de mon contrat, donc j'ai autoproduit mon deuxième album, ce qui n'était pas courant à l'époque, hein, je me suis aperçu qu'en fait, c'était pour tout le monde pareil. C'est-à-dire que j'étais Alain Théo en même temps. Moi, quand je suis arrivé avec mon album, avec des musiciens de flamenco et des quatuors à cordes, ils ont fait, mais t'as pété un câble, on s'en fout de ça, nous on veut Pucci. Nous arrivons maintenant au jeu du déjà fait, jamais fait. C'est très simple, je vais vous poser des questions et vous me répondrez tout simplement si vous l'avez déjà fait ou jamais fait. Soit l'élastique. Déjà fait, avec grand plaisir. Voler quelque chose. Oh oui, plein de fois. Braquer une banque. Non, j'ai jamais fait. Chanter une chanson que vous détestez. Oh oui, j'ai dû le faire ça. Chanter nu. Oui, avec grand plaisir aussi. Pris des risques par amour. Ah oui, énormément. Consommer des produits illicites. Oui, avec grand plaisir aussi. Aller à l'encontre de vos idées. Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois, oui. Relation avec un homme. Oui. Voter Front National. Non. Menti pendant cette interview. Non. Merci. Merci. On va passer maintenant à des questions un peu plus généralistes. Je souhaiterais savoir si vous avez un coup de gueule à passer. Ouais, j'en ai deux. Premier coup de gueule, comment je pourrais dire ça? La façon dont sont considérés les autistes dans notre société. Ma fille a été diagnostiquée il y a quelques années. Je suppose fortement que mon père était autiste. On a de gros doutes quant à moi. Je vais me faire diagnostiquer dans pas longtemps. Et je m'aperçois par le biais de ma fille et en rencontrant aussi beaucoup de personnes autistes ou en tout cas qui veulent reconsidérer la place des autistes en France en tout cas. Je m'aperçois qu'il y a vraiment un gros problème et que ça nécessite énormément de travail pour montrer que les différences c'est un plus et c'est pas une tare. Et je pense
quelque part que j'ai eu la chance de trouver euh, un métier qui mette en valeur le côté atypique. Parce que mon métier est complètement atypique, on est d'accord. Mais c'est valorisé. C'est-à-dire que j'ai trouvé une place qui fait que bah, je peux en vivre et même en vivre bien et être bien considéré. Et par contre, euh, je vois, que ce soit à l'école, etc., même dans la société, on va dire, un peu plus normative, c'est très difficile. C'est vraiment un rejet énorme. Si t'arrives pas à comprendre les sous-entendus, tu te fais éjecter. Euh, Dès qu'on voit le mot autiste, t'es pas embauché. Enfin, voilà. Ça, c'est mon premier coup de gueule. Enfin, c'est pas un vrai coup de gueule parce que ça sert trop à rien d'avoir un coup de gueule, mais en tout cas, c'est un truc qui m'émeut parce que parce que on passe à côté de quelque chose de crucial. C'est-à-dire que la plupart des découvertes scientifiques majeures et la plupart des avancées philosophiques ont été faites par des autistes, ou en tout cas des gens qui avaient des troubles du spectre autistique. C'est prouvé, c'est patent. Mais non, on va rejeter la différence quoi qu'il se passe et ça fait souffrir beaucoup de gens. Donc ça, ouais, c'est un truc qui me tient à cœur. Et autre chose, c'est la condition de la femme. Alors là, euh, j'ai toujours été ultra sensible à ça. Euh, j'ai fait des études dans les langues vivantes, donc c'était des classes qui étaient énormément, on va dire, peuplées de femmes. Donc j'ai été pas mal bercé dans cette énergie. Et puis par la suite, bah, en étant assez moi-même en tout cas enfermé, j'ai toujours eu des partenaires qui ont toujours voulu savoir ce que j'avais au fond de moi-même, qui me disaient vas-y, parle, 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 parle. Il y a toujours eu on va dire, cette envie de me pousser à la communication, et elles y sont super bien arrivées. Euh, et voilà, en fait, pour pas rentrer dans la polémique, c'est que j'ai envie, des fois, de mettre sur la table des choses qui passent totalement inaperçues, que les femmes même n'ont pas conscience des choses qui sont, on va dire, déterminées par leur éducation et par une société machiste. Voilà, moi des fois, je pose des choses pour les femmes et ça me fait du bien. Et si vous aviez la possibilité de faire revenir une personne sur Terre aujourd'hui, qui serait-elle et qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Hmm. Je vois pas du tout qui est-ce que je pourrais rappeler. Je pense que j'ai un trait de caractère assez fataliste, mais c'est une fatalité positive. C'est-à-dire que j'assume le fait que dans ta vie, tu as des prédispositions ou des capacités qui sont changeantes. Et donc, du coup, à l'instant T, quand tu rencontres telle ou telle personne, tu es capable d'échanger telle ou telle chose que tu n'aurais jamais pu. Enfin, tu peux pas revenir dessus, en fait. Je pense que de ma vie, j'ai fait mon maximum à chaque fois. Et des personnes qui m'ont quitté, je pense que j'ai vécu le maximum que je pouvais vivre avec elles, en fait. Ça n'aurait pas vraiment de sens d'essayer d'expliquer des choses au regard de ce que je suis aujourd'hui, puisque voilà, ils m'ont connu dans ce que j'étais à l'instant T et c'était la vérité. On dit souvent des chanteurs qu'ils cachent derrière leurs chansons une grande sensibilité et parfois même de dures épreuves. Est-ce que c'est le cas pour vous? Oui, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Enfin, de toute façon, je pense que si tu veux être chanteur et avoir l'amour de milliers de personnes, c'est qu'il y a un truc qui est pas bien, qui est pas bien en place. Sinon, tu ferais pas ça, hein. Tu serais chez toi tranquillement et tu te contenterais, voilà, de ton giron familial pour pouvoir être rempli d'amour. Si tu fais ce métier-là, c'est qu'il y a un manque quelque part. Mais c'est transformé en quelque chose de positif. Donc c'est plutôt, voilà, ça fait plaisir. Bien que vous êtes encore jeune, si vous preniez le temps aujourd'hui de regarder en arrière, quelle serait pour vous la personne qui aura le plus compté dans votre vie? Euh,
Chaque personne. Je pense que, et c'est pas spécialement uniquement lié à ma carrière, puisque de toute façon, voilà, comme je le disais, la musique et ma vie, c'est la même chose. Je pense que c'est la représentation que j'avais de mon grand-père, euh, qui était un grand voyageur et qui, en tout cas, avait une très très forte volonté, qui, bon, ça n'a pas toujours été facile à vivre pour son entourage, mais en tout cas, cette représentation de quelqu'un qui avance malgré l'adversité, ça m'a... Je crois que ça a eu un fort impact chez moi, même au niveau de mon métier. Et une certaine forme de, de liberté, une aspiration vers la liberté au final. Que même si je m'empêtrais dans quelque chose de pas très juste, au final je pouvais pas mentir. Comme là, je suis devant un miroir, à un moment, tu te regardes devant le miroir, soit tu baisses les yeux, soit tu te regardes en face. Et en fait, quand tu baisses les yeux, c'est qu'il y a un problème. Et je pense que mon grand-père était comme ça. Voilà. Et donc cette image-là, je pense, m'a beaucoup marqué dans mon enfance. Est-ce que vous avez des regrets ou est-ce que vous auriez aimé changer quelque chose de votre passé? Non, j'ai pas de regrets. J'ai fait avec ce que je pouvais à l'instant. C'est sûr que j'aurais aimé pouvoir éviter certaines douleurs à mon entourage, mais j'étais pas armé. J'ai fait ce que j'étais à ce moment-là, quoi. Donc voilà, j'espère que les personnes qui ont traversé ça avec moi à cette époque-là ont vu quelque chose d'autre de moi, ou en tout cas ont eu une meilleure émotion par la suite. Mais non, je vois pas quelque chose à changer. Je vais vous demander maintenant de regarder à travers le miroir la caméra qui se situe derrière vous et de vous adresser à votre famille, à vos proches, à votre enfant. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Quel message vous aimeriez leur faire passer aujourd'hui? Moi, que j'ai vraiment de la bienveillance envers eux, tout le temps. Même si des fois je peux paraître dur, même si des fois je peux avoir des décisions tranchées qui peuvent faire mal. Au bout du compte, ou en tout cas la source, c'est toujours la bienveillance, parce que si je ne continue pas dans un chemin, c'est que je sais que je vais me fourvoyer, que ça va pas bien se passer. Et si j'amène les gens quelque part, enfin en tout cas mon entourage avec moi, vous, c'est que je pense que c'est la bonne direction. Voilà. Alors chacun est libre, mais en tout cas, si vous m'accompagnez, je pense qu'on est sur la bonne voie. Nous arrivons à la fin de cette interview. Je vais maintenant vous demander un tout dernier exercice, celui de vous regarder dans le miroir. Nous allons voyager tous les deux et remonter au 11 avril 1972, où vous étiez ce petit garçon, Alan, qui voyait le jour. Après toutes ces années, après cette carrière, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Quels conseils vous aimeriez lui apporter, Alan? Quels que soient les choix que tu feras, et tu vas beaucoup hésiter, des fois tu vas te prendre la tête, ce sera toujours les bons. Ils vont t'amener exactement à l'endroit où tu dois être. Et ce que tu vas vivre va être d'une richesse inouïe, vraiment va dépasser tout ce que tu as pu peut-être entendre, ce que tu entends, enfin tout ce que tu entendras dans ton entourage, ça va dépasser ça, en fait, ce que tu vas vivre. Jusqu'à, on va dire, contenter, ou en tout cas penser certaines plaies liées à la confiance en toi. C'est que là, en ce moment-là, je suis en train de travailler avec un orchestre symphonique. Et j'écris des partitions pour orchestre symphonique. Donc je peux te dire que tous les rêves que tu vas avoir plus tard, tu vas tous les exaucer.
Merci beaucoup, Alan, pour avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons vraiment tout le bonheur du monde. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. C'était Cameron Lamar. À très vite dans le reflet du miroir.